Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Nice. Ça y est, un numéro de victoire en championnat, la première au bout de 4 journées. L'OGC Nice est invaincu, l'OGC Nice est meilleure défense de Ligue 1 et l'OGC Nice est victorieux contre l'atroce Patrick Vieira. Ma foi, avant la trêve, toutes ces bonnes nouvelles, ça fait du bien, des bonnes nouvelles acquises de haute lutte sur le terrain, en tout cas au terme d'une prestation cohérente, sûrement la plus aboutie de la saison, tout simplement. Alors est-ce que Francesco Farioli a enfin trouvé la formule magique? Est-ce que c'est la faiblesse de l'adversaire? Est-ce que c'est enfin un peu plus de réussite devant le but qui ont permis aux Aiglons de transformer l'essai avant une trêve internationale bien méritée et qui tombe à pic? On va parler de tout ça, mais en tout cas, un peu plus dans la bonne humeur que les précédentes semaines, et rien que ça fait du bien à la tête. Il est avec nous aujourd'hui et il nous fait le plaisir d'être un fidèle de Avanti-Nice, c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu? Salut Sky, salut à tous. Écoute, content de cette première victoire. On va pouvoir débriefer avec un bon sourire. Et d'ailleurs, j'ai une petite question. Est-ce qu'on va parler un peu des recrues Jean-Claire Todibo et Kefren Turam ou c'est pas Non, on prévu? n'a pas eu le temps de caser notre numéro spécial présentation Allez. des recrues, mais bon, alors autant qu'Efren Turam, pour raison de blessure, on ne l'a pas vu sur le terrain, mais on va forcément parler de Jean-Claire Todibo, encore une fois, appelé en équipe de France. Toujours pas du premier coup, hein. Didier, il se cherche, il assume pas encore ses sentiments pour Jean-Claire, mais viens Didier, on est très bien dans la secte Todibo. Tu y viendras petit à petit et on espère, à l'occasion de ce premier rassemblement, une première sélection officielle avec rentrée sur le terrain, tout ça, tout ça. Il est également avec nous pour revenir sur cette victoire et il nous confie en off que ça faisait du bien quand même. C'est Bertigno. Salut Bertigno, comment vas-tu? Salut à tous, écoute, ça va très bien du coup, et une belle victoire à débriefer, ça faisait un long moment en effet, comme on l'a dit avant l'émission, donc content d'être là pour la débriefer, et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, et pour une fois, en positif. Ouais, beaucoup de choses positives. Je préparais un peu l'émission, enfin j'y pensais. Aujourd'hui, je vais pas faire comme si je l'avais vraiment préparé plus que 5 minutes à l'avance. Mais blague à part, c'est vrai qu'il y a assez peu au final de choses négatives à sortir. On va peut-être en trouver, mais globalement, ça a été une belle victoire sur le terrain. Pas de fait de jeu particulier, pas de victoire contre le cours du jeu. L'OGC Nice a vraiment maîtrisé, étouffé son adversaire, et ça fait peut-être 4 fois en 4 matchs. Alors là, certes, le 5-4-1 de Patrick Vieira ne venait probablement pas pour tenir le ballon, mais quand même, il y a des faisceaux positifs et c'est suffisamment rare, comme tu le disais, Bertigno, pour qu'on puisse s'en réjouir collectivement. Et je vais tout simplement commencer cette émission en disant, ok, est-ce qu'on peut dire que cette victoire, elle s'est faite avec la manière, ou pour vous, disons qu'il y a encore davantage de choses à revoir que de choses pour lesquelles se féliciter? Je dirais que dans l'ensemble, oui, quand même. Enfin, moi, pour ma part, j'ai été quand même soulagé sur plusieurs points. Il y a quand même pas mal de choses aussi où j'attends confirmation et j'attends de voir aussi des progrès. Après, voilà, je trouve que en fait, on est vraiment monté en puissance au fur et à mesure du match. On a commencé doucement. Je pense qu'on a même été assez inquiet au vu du début de match qui ressemblait notamment au match contre Lyon, que ce soit à la fin de la première mi-temps, avant même le but d'Atal ou même en seconde mi-temps, petit à petit, on est monté en puissance. Je trouve qu'on a eu de la maîtrise. Alors, il y a des phases où ça allait pas forcément. Voilà, comme je l'ai dit, il va falloir confirmer tout ça. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'on a vu des choses. On a vu vraiment comment dire, un plan de jeu qui se mettait en place petit à petit quand même. Alors après, que ça plaise ou non, ça c'est complètement subjectif. Et Mais on en va tout en cas, parler après parce que au moins, j'entends déjà s'arracher les cheveux de dire ils sont en train de dire qu'ils ont passé un bon moment. non, Donc du voilà, coup, c'est on va en non, débattre non. forcément. Ouais, non, non, c'est pas ça, mais c'est que voilà, au moins il y a quelque chose qui est mis en place, on commence à le voir, ça c'est plutôt positif. Il y a des choses à corriger, comme encore une fois la finition devant les buts, même si Mofi voilà, a pu mettre son but et ça fait plaisir. Maintenant, j'attends de voir notamment la confirmation contre un adversaire qui va pas venir vraiment pour défendre. Donc on va vite le voir contre Paris et Monaco prochainement. Mais en tout cas, voilà, oui, on peut dire quand même qu'il y a une certaine manière avec cette victoire sur ce match. Oui. Ouais, parce qu'on fracasse un peu le Strasbourg de Patrick Vieira. Bon, ça nous fait plaisir de mettre des balles perdues à Patoche, on va pas se mentir, hein, là-dessus, on n'est pas tout à fait objectif, mais si on reprend les stats, 63% de possession de balles pour l'OGC Nice. Strasbourg, c'est 4 tirs, 0 cadré, c'est quasiment 2 fois moins de passes réussies que l'OGC Nice sur la rencontre. Donc clairement, il y a eu une seule équipe sur le terrain qui a dominé les débats, qui n'a pas tout bien fait, on va en parler naturellement, mais voilà, on est certes content
parce que le score l'aide, mais dans la manière, de toute façon, un peu comme face à Lyon la semaine passée, le gym a vraiment dominé son adversaire sans trop de soucis. Bertigno, pour toi, j'imagine victoire méritée, mais est-ce qu'on peut parler de manière, et derrière la manière, Jérémy l'a très bien dit, c'est la question de se dire, est-ce qu'on voit enfin aussi quelque chose se dessiner, et est-ce qu'on commence à comprendre ce que Francesco Farioli veut mettre en place? Est-ce qu'on commence à voir un peu porter les fruits de ses idées et de l'identité de jeu qu'il veut mettre dans l'OGC Nice version 2023-2024? Je pense que oui, on a gagné avec la manière. Ça, pour moi, c'est une évidence. Alors, comme tu le disais et comme Jérémy le disait, tout n'était pas parfait. Mais voilà, les principes de jeu, bah, on peut dire on commence à les comprendre. Personnellement, ça fait depuis le début de la préparation qu'on les voit. La différence, c'est que maintenant, on arrive à les appliquer de mieux en mieux. Et hier, bah, on les a bien mieux appliqués que lors des précédents matchs. Et ça a porté ses fruits parce qu'on a réussi à marquer 2 buts, et dont un, le deuxième de Mofi, bah, qui reflète parfaitement ce que veut mettre en place Farioli. Donc, pour moi, on a maîtrisé ce match de long en large. On n'a pas subi d'occasion. Défensivement, c'était très cohérent, bon au pressing, récupération haute aussi. Et puis offensivement, même si ça a un peu ronronné en début de match, on s'est quand même créé beaucoup de situations. Et en étant un peu moins maladroit, on aurait pu gagner ce match 4-0 sans problème. Donc, c'est difficile d'être très exigeant. Je pense qu'on a vu une belle prestation, et c'est très encourageant pour la suite. Ouais, 16 tirs, 6 cadrés. Je crois qu'on touche 2 fois les montants, pas mal de face-à-face ratés aussi par nos aiglons. Donc voilà, sans exagérer, je pense que 3-4-0 avec une attaque un peu plus efficace, c'était largement envisageable, même si au Expected Goals que tu publiais sur ton compte Twitter, Bersigno, on est plus aux alentours de 2,5 que de 3 ou 4. Donc au final, ça résume assez bien la physionomie du match. Je pense que celui d'Atal, qui pour le coup finit au fond, ne comptait peut-être pas pour très très lourd en expected goals, tant ça vient quand même d'un exploit personnel sur lequel on reviendra. On a pris beaucoup de plaisir à voir notre latéral droit algérien retrouver un peu de ça superbe. Écoutez, on va faire un petit point sur la composition d'équipe. Après, on reviendra un peu sur les ronronnements dont vous parliez, parce que voilà, on s'est quand même aussi un peu ennuyé. Alors, est-ce que c'est une question de est-ce qu'on apprécie le fariolisme? Est-ce que c'est une question de difficulté à mettre en œuvre ces idées-là? On va en débattre, et je pense que ça sera un fil rouge pendant au moins toute la phase allée de cette saison. Mais pour la composition d'équipe, pas trop de surprises, et on sent que, indépendamment de un ou deux postes qui sont peut-être aussi choisis de force par des blessures, Francesco Farioli, il a déjà bien son 11 type en tête. Alors Bulka dans les buts, ce n'est pas une surprise, surtout avec la résiliation de contrat de Kasper Schmeichel qu'on a eu le plaisir d'évoquer déjà dans le live avec Pancho vendredi pour le dernier jour du Mercato. Youssef Attal, Jean-Claire Todibo, Dante, Melvin Barr en défense, Youssouf, Hicham Boudaoui, et ça c'est le retour de Hicham dans le 11, et Morgan Sanson au milieu de terrain. Une attaque Gaëtan Laborde, Terem Mofi et Sofiane Diop. Alors Boudaoui, c'est parce que malheureusement Kefren Turam n'était pas disponible. Pour le reste, on sait que Jérémy Boga pouvait postuler peut-être avec son retour une place dans le 11. Confiance maintenue à Sofiane Diop. Qu'est-ce que vous pensez de ce 11, et surtout qu'est-ce que vous pensez en fait de cette constance que Francesco Farioli essaye et arrive à mettre dans les titulaires match après match? Alors pour l'instant, il bénéficie un peu de la chance de ne pas avoir trop de blessés. Mais c'est vrai, de la même façon que ça faisait peut-être longtemps qu'on n'avait pas vu un match où l'OGC Nice avait semblé maîtriser son sujet d'un bout à l'autre, ça faisait peut-être longtemps aussi qu'on n'avait pas eu une équipe qui nous semblait cohérente, stable en tout cas, sur un mois comme ça. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que ça porte ses fruits assez rapidement. Non, sur la compo, malheureusement, enfin moi c'est pas celle que j'attendais, mais c'était celle qui était attendue. Enfin, c'est pas celle que je voulais voir, mais je pense que oui, il y a une certaine forme de constance. C'est vrai que moi je suis toujours dubitatif sur certaines choses. C'est vrai que Laborde se débrouille plutôt pas mal, mais c'est vrai que le voir tout le temps excentré à droite comme ça, j'ai toujours un peu de mal, et je me dis que c'est dommage. Après, bon, on va pas enlever Mofi de la plan de l'attaque. Il a quand même fait un bon match hier, et on peut pas non plus enlever Laborde. Donc c'est plus le schéma de jeu qui me fait dire ça. Après, voilà, bon, il y a toujours ce débat Youssouf Boudaoui en numéro 6. On sait que bon, Francesco Farioli veut qu'en phase défensive,
il y a un 6 qui revienne dans sa défense pour faire plus une défense à 3 ou à 5. Donc je pense qu'on verra plus Youssouf cette année. Moi, c'est juste que j'ai un petit regret quand même de plus trop voir Boudaoui en numéro 6 pour l'instant, parce que je pense que c'est vraiment un poste où il excelle. Et bon, hier, il a fait un plutôt bon match en 8, mais je le préfère vraiment en numéro 6. Je pense que ça aiderait beaucoup. Après, je pense qu'il n'y avait pas trop de surprises. Je m'attendais pas, par exemple, à ce que Romain Perrault soit titulaire tout de suite. En plus, Melvin Barr fait un très bon début de saison, donc il n'y avait pas de raison que Melvin Barr soit sur le banc. Et encore un très bon match, d'ailleurs, Voilà. de la part de Melvin Barr. Ouais, très très bon match, il faut encore une fois le dire, il fait vraiment un très très bon début de saison, j'espère pour lui et pour nous que ça va continuer. Bon, Attal et Lotomba, pareil, on voit que c'est Attal qui est préféré, qui lui aussi, il progresse de match en match. Bon, il a mis ce but qui nous sauve quand même, parce que je pense que ça aurait été bien plus compliqué si on n'avait pas marqué avant la mi-temps, donc il faut saluer encore une fois ce but magnifique qu'il a mis. C'est sa prise d'initiative, voilà. Ça montre qu'il retrouve un peu confiance, parce que faut tirer de son mauvais pied, excentré. Non, mais j'espère que ça tiendra en tout cas pour lui, parce que c'est vrai que quand il est à ce niveau-là, on sait tous que voilà, c'est un joueur qui est très très fort, hein. Donc j'espère que ça va pouvoir continuer sur les prochains matchs. Après voilà, moi je suis curieux de voir la compo contre Paris et Monaco sur les prochains matchs. Est-ce que Boga va débuter? Est-ce qu'on va voir plus par exemple Aliou Baldé, Evan Guessant? On va voir un peu comment ça va se passer et comment Farioli va s'adapter à ces équipes qui pour l'instant sont les meilleures du championnat. Bertigno, il y a cette continuité, cette constance dans le 11. Pour l'instant, ça fonctionne au niveau des résultats. Le gym est meilleure défense de Ligue 1, est invaincu, est dans la première partie de tableau également à la faveur de cette victoire face à Strasbourg. Mais effectivement, Jérémy le souligne, il y a quand même des équipes au jeu très différents qui vont bientôt se présenter face à l'OGC Nice. Le leader monégasque dans un premier temps, et puis ensuite son dauphin, l'ogre parisien. Voilà, est-ce que pour toi, ce 11, et surtout, et ça va nous faire une petite transition vers la tactique et vers le fariolisme, est-ce que cette façon de jouer, globalement, que ce soit les hommes en place ou leur articulation, pour toi, est prête à répondre aux défis d'équipes qui voudront avoir la possession et seront peut-être même d'ailleurs en capacité technique de l'obtenir, alors que jusque-là, l'OGC Nice a affronté des équipes sans leur faire injure, hein. Il y a des très bonnes équipes, notamment Lille dans le lot, mais qui étaient peut-être un peu plus facilement maniables, ou en tout cas pouvaient accepter des périodes avec moins de possession de balles. Ça sera peut-être plus compliqué face à Monaco et face à Paris. Ou alors, est-ce que ces équipes joueront sur d'autres qualités? On a vu notamment hier Paris face à Lyon pouvoir très très bien jouer en transition et en contre pour punir son adversaire. Je pense que déjà, c'est une bonne chose que le 11 aligné depuis le début de saison change très peu. Ça permet de trouver quand même des automatismes, et je pense que c'est important pour ce que veut mettre en place Farioli, hein. Il y a eu quand même beaucoup de changements entre la saison passée et la saison actuelle, donc ça demande du temps, des repères, et ça, c'est déjà positif. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de rééditer ça contre Paris, contre Monaco? J'en suis un peu moins certain. Je suis d'avis que contre le PSG, en pressant haut, on risque de prendre des sacrés contres, et il maîtrise très bien ça, on l'a vu hier. Donc je serais pas surpris même que Farioli s'adapte totalement et défende plus bas, change peut-être de dispositif ou d'organisation, ça me surprendrait pas. Et puis contre Monaco, ça va être un sacré duel, donc je pense que voilà, on a une équipe qui monte en puissance. Maintenant, ça va être deux gros tests pour cet OGC Nice-là. Est-ce qu'on va être à la hauteur? Je suis incapable de le prédire, mais en tout cas, on a deux beaux adversaires, et tactiquement, ça va être intéressant à suivre, parce qu'on a des équipes qui excellent dans la possession, qui vont se rencontrer. Donc, beau duel en vue, et je pense qu'on va se régaler. Un petit dernier mot, Bertigno, sur ce 11 et la tactique de Francesco Farioli, parce que tu disais, ça ne t'étonnerait pas que notre entraîneur s'adapte. Alors, quand Vano nous l'avait présenté à l'époque, il nous avait un peu décrit l'entraîneur qu'il était en Turquie, il nous expliquait, sur la base de faits réels, hein, bien entendu, que c'était un entraîneur qui savait manier plusieurs systèmes tactiques et qui n'hésitait pas en cours de saison à changer de système pour s'adapter soit à l'adversaire, soit aux joueurs qui sont disponibles. À Nice, pour l'instant, et c'est un très court pour l'instant, on n'est qu'à la 4e journée, mais tout au long de la préparation et sur ces 4 premières journées, on l'a vu quand même rester très très fidèle à ce 4-3-3, même en cours de match où il a quand même fait rentrer des joueurs avec des profils différents et qui n'a pas hésité à faire quand même plutôt une large revue d'effectifs à chaque rencontre.
ben, il est quand même bien resté fixé sur ce système tactique. Et je me doute que tu n'es pas dans la tête de notre entraîneur, mais toi, comment est-ce que tu interprètes ça? Est-ce que c'est un besoin de se rassurer? Est-ce que c'est le chemin le plus court pour faire infuser ces préceptes, ces principes au sein de l'effectif, et qu'une fois que la base, tout ce qui est élémentaire sera appris, eh ben, on pourra s'amuser à essayer de mettre en place des variations. Est-ce que pour toi, c'est un choix mûri par rapport aux adversaires? Enfin, comment est-ce que tu interprètes ça? Parce qu'on ne peut pas d'un côté se moquer de nos précédents entraîneurs, Patrick Vieira, Christophe Galtier, qui étaient vraiment très figés sur un schéma, et en sensé Francesco Farioli pour la même chose. Donc voilà, pourquoi ce manque pour l'instant de fluidité tactique? Est-ce que c'est parce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est parce que c'était logique par rapport au calendrier? Je pense, que déjà, c'est comme je le disais, c'est pour aussi, faire travailler ses principes, faire les automatismes entre les joueurs, créer un petit peu une cohésion et une habitude, dans le plan de jeu qu'il veut mettre en place. Et puis aussi, il y a quelque chose, qui me paraît évident, c'est que je pense que Farioli, il a confiance en son groupe, en ses joueurs et au fait que son plan de jeu, peut totalement, on va dire, étouffer la majorité des équipes de Ligue 1 et que c'est ce plan de jeu-là qui lui rapportera un maximum de points. Donc je pense que voilà, il appuie dessus et il travaille sur ça parce qu'il est persuadé que, c'est ce plan de jeu-là qui va l'amener au succès. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, toutes les équipes ne se ressemblent pas. On va pas affronter, tous les week-ends des blocs bas comme le Strasbourg de Patrick Vieira. Donc va falloir s'adapter, va falloir, voir ce qu'il est capable de mettre en place et puis là, voilà, Monaco, Paris, ça va être ces premiers tests-là. On va voir ce qu'il va mettre en place. Je suis curieux de voir comment il va aborder ces rencontres-là, avec quelle tactique, quel dispositif, mais voilà, pour moi, c'est vraiment une confiance en son système, en son groupe et il est sûr de cette force-là. Une victoire qui, en tout cas, redonnait un peu d'optimisme, d'espoir et d'envie, hein, à tout le monde après un match face à Lyon, où le gym avait été incroyablement dominateur, et qui avait étouffé l'Olympique Lyonnais, paradoxalement, qui a peut-être eu davantage d'occasions face à Paris que face à l'OGC Nice, malgré la différence au niveau du score. Mais voilà, un match qui avait quand même laissé beaucoup de déceptions. Là, on reprend un peu confiance juste avant cette trêve qui se suivra de deux énormes matchs et deux énormes tests, les premiers pour Farioli à la tête de l'OGC Nice. Mais parlons un peu, tu le disais, hein, il a confiance en ses hommes, confiance en son système, et pour l'instant, les choses le lui rendent plutôt bien. Il y a malgré tout, et voilà, je l'ai évoqué hier sur Twitter, et grand mal m'en a pris, et Jérémy, lui, a évoqué l'autre face de la médaille à l'instant dans ce podcast. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas encore très bien, et vraiment ce n'est pas une critique, c'est également factuel, hein. Je crois qu'on est 19e ou 18e attaque de Ligue 1 ex aequo, donc on sait que c'est compliqué pour l'instant de marquer des buts, beaucoup d'occasions manquées, les montants touchés hier, tout ça, mais on sait que cette articulation entre Gaëtan Laborde et Terem Moffi, c'est ce qu'il y a encore à travailler. Ce n'est pas foutu, hein. On espère que les deux arriveront à trouver leurs aises dans le fariolisme nouveau, mais c'est compliqué. On l'a encore vu hier, malgré un bon match de Terem Moffi, récompensé par un but, récompensé pour sa ténacité. Plus dur pour Gaëtan Laborde, qui a été généreux tout en course, tout en volume, tout en disponibilité, mais qui finalement n'a pas été décisif. Comment faire jouer ces deux joueurs ensemble, surtout si on part du principe qu'on va quand même garder ce système-là? C'est difficile de mettre Terem Moffi, qui est le numéro 9 du gym, la plus grosse recrue de l'histoire de l'OGC Nice, sur le banc. Compliqué de mettre Gaëtan Laborde, meilleur buteur de la saison précédente, également sur le banc. Alors, comment articuler ça? Quelle piste, selon vous, d'amélioration pour qu'ils jouent mieux individuellement et mieux collectivement? Et puis, tout simplement, qu'est-ce que vous avez pensé de leur dernière rencontre? Et notamment, peut-être un peu plus insister sur celle de Terem Moffi, qui a un peu tout connu dans ce match-là, des ratés face au but, des moments assez difficiles quand il était pris dans la nasse du 5-4-1 strasbourgeois, dans les petits espaces où il a quand même du mal encore à s'exprimer, et par contre l'éclat total en profondeur quand des espaces se sont libérés en deuxième période. De toute façon, on sait, hein, que son jeu, c'est plus ce qu'on a vu sur le second but.
Je suis content qu'il ait marqué parce que je pense que s'il était resté vraiment sur ce poteau, sur le premier face-à-face qu'il a eu, et enfin, s'il n'avait pas marqué, il aurait commencé à douter. Donc c'est vraiment une bonne chose parce que je pense qu'on va vraiment avoir besoin de lui à la finition. C'est notre meilleur attaquant dans le domaine de la finition, je trouve. Donc il faut vraiment qu'il prenne en confiance. Après, je trouve que voilà, il y a vraiment des choses à corriger. On le sait que le jeu de Farioli n'est pas exactement celui qui lui convient le mieux. Je trouve qu'il y a eu quand même des choses hier qui ont montré qu'il était un petit peu en progression. Il s'est notamment créé une occasion tout seul en première mi-temps, la première qu'on a eue avec le petit pont et puis sa frappe au premier poteau qui était quand même pas mal. Dans le jeu, des fois, moi, ce qui me frustre un peu, c'est ces hors-jeu. Alors, il y a lui, mais il y en a aussi d'autres qui sont hors-jeu. Ça fait 2 matchs où on est le football club hors-jeu, j'ai l'impression. C'est assez hallucinant quand même. Mais bon, enfin, j'attends de voir. Je pense qu'il va quand même progresser. Hier, ça a été un peu mieux. Je pense que ce but-là, ça va le mettre en confiance. Après, moi, c'est plus sur ce trio offensif où en fait, je me pose des questions parce que et c'est plutôt étrange parce qu'on a fini la saison soit avec Mofi, Laborde, Buonanni, soit avec Mofi, Laborde et Diop. Bon, Laborde qui jouait soit à droite, soit à gauche en fonction de si Diop et Buonanni étaient là. Et je me pose plutôt la question cette année parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de joueurs sur les ailes qui font vraiment beaucoup de différence. Alors, Laborde, des fois, il arrive à en faire, notamment son grand pont contre Lyon, mais c'est pas un joueur qui va vraiment beaucoup percuter, qui va vraiment être capable de faire de grosses différences en un contre un. Et dans un 4-3-3, c'est vraiment primordial sur les ailes. Diop, je reste convaincu, moi, que dans l'axe, c'est mieux. À gauche, hier, c'était pas mauvais, mais il manque un peu de vitesse. Dans les Il dribbles, il n'y gagne a un rien à peu dire, en disponibilité, en volume lui aussi, hein. Ça reste un peu stérile, mais en tout cas, on le voit déjà un peu plus et on le voit un peu plus toucher le ballon avec ses coéquipiers. Oui, non, mais ça, je pense qu'aussi, c'est avec le temps de jeu le temps de jeu qu'il a. Mais je reste convaincu, dans un 4-3-3, sa meilleure position, ça serait être 8-10. Mais voilà, enfin, j'attends de voir notamment, en fait, si on garde étant la board à droite, si voilà, Jérémy Boga enchaîne aussi à gauche, je pense que ça va un petit peu diversifier nos attaques avec des profils différents, on verra. Mais je trouve que dans le domaine offensif, malgré le fait qu'on a quand même, par exemple, 3 très bons joueurs devant, hein, parce que Sofiane Diop, Terem Moffi et Gaëtan Laborde, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui aimeraient les avoir. Mais je trouve que ça manque un petit peu de diversité dans le jeu, en fait, et on se crée pas beaucoup d'occasions. Après, sur la finition, on en a parlé plein de fois, j'ai pas vraiment d'explication. Il y C'est a en quand même train pas de beaucoup de devenir l'ADN chance. du club, hein, petit à petit quand Ouais. même. C'est vrai, mais parce que je ne m'explique pas, parce que il y a aussi beaucoup de malchance quand même, parce que t'as des arrêts de gardiens qui sont quand même énormes à chaque fois. Hier, on a quand même touché 2 poteaux. Bon, il y a toujours un petit peu cette espèce de stress quand on arrive devant les buts. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un concours de circonstances. Mais au fur et à mesure qu'on va gagner en confiance, avoir des occasions, je pense que la roue va tourner. Bah, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que moi, au niveau de l'association Mofi-Laborde, c'est vrai que je les préfère quand ils sont plus proches l'un de l'autre, en fait. Laborde, côté droit, j'ai quand même toujours du mal. C'est pas un vrai ailier, hein, on le sait de toute façon. Mais pour moi, il apporte pas ce que devrait apporter un ailier. Alors, il est extrêmement généreux, extrêmement volontaire et important au niveau collectif. Mais c'est vrai que je le préférais dans une animation où il est plus proche de Mofi, avec peut-être Diop légèrement en soutien des deux. Là, pour le moment, je suis pas convaincu que il se régale dans ce rôle-là et qu'on exploite au maximum ses capacités. Concernant Terem Moffi, c'est vrai que hier il a fait un grand match, je trouve. Pas parfait, mais voilà, quelques belles déviations. Il a su parfois garder le ballon dos au jeu, et puis il s'est quand même créé 3 occasions, dont une qui finit au fond et une sur le poteau. Donc non, globalement c'est positif. J'ai envie de dire cette animation offensive qui monte aussi en puissance au fil des matchs. Mais voilà, c'est peut-être le point encore à travailler, être plus consistant sur 90 minutes d'un point de vue offensif, se créer davantage d'occasions et peut-être travailler tout simplement la finition, même si on a manqué de chance et avec les 2 poteaux hier soir. Mais voilà, je pense que en tout cas tout est en bonne voie pour cet OGC Nice et puis Farioli met en place ses préceptes et ça prend forme petit à petit. Et dans ces préceptes de Francesco Farioli, on sait que c'est quand même beaucoup de la possession, beaucoup du jeu arrêté. Et c'est
vous l'avez dit, un peu contre les qualités, en tout cas contre l'expérience jusque-là de Terem Moffi, qui est un joueur beaucoup plus habitué aux transitions, aux contres, et c'est comme ça qu'il marque au final le deuxième but de la partie. Est-ce qu'on doit y voir aussi une certaine adaptation des préceptes du coach, de se dire, bien sûr que moi, c'est ce tempo changeant, hein, tantôt lent, tantôt vite, des changements de rythme pour déstabiliser l'adversaire qui peut fonctionner, mais aussi sur des actions précises, sur des phases de match où éventuellement l'adversaire peut-être commence à prendre confiance ou commence à vouloir aller chercher autre chose et à remonter. Et on sait qu'avec Terem Moffi, on a une autre possibilité, une autre compétence sur le terrain, et qu'on peut à ce moment-là, sur des actions ciblées et avec la qualité de relance de notre charnière centrale, parce que les deux passeurs décisifs, c'est comme Jean-Claire Todibo et Dante hier, jouer sur ces qualités-là de profondeur, différentes peut-être du jeu de la majorité du temps, de ce que veut appliquer Francesco Farioli. Et là, hier, ça a payé. Donc peut-être essayer de trouver cet équilibre entre les préceptes de jeu de notre entraîneur et les qualités naturelles de Terem Moffi, qui peuvent être, on l'a vu hier, létales. Ouais, je pense que, comme je le disais, moi je trouve que hier il y a eu des progrès. C'est un attaquant qui, je pense, en plus a les compétences, on va dire, le profil pour s'adapter à ce jeu-là. Alors, je pense que pas tout le monde va être d'accord sur ça, mais voilà, il est très bon dans la profondeur, dans la prise d'espace. Après, moi, je pense que vraiment par ses qualités, alors techniquement, c'est pas non plus le meilleur, mais il a quand même, je trouve, un bon niveau. Et je pense que vraiment dans son jeu de haut but et dans les petits espaces, il a ces deux axes de progression pour moi qui doit là où il doit vraiment progresser. Et je pense vraiment, enfin moi je crois en ses capacités, je pense qu'il peut le faire. Donc c'est peut-être aussi bien pour lui qui est cette arrivée de Francesco Farioli, ce schéma de jeu là. Je pense que ça peut faire de lui un meilleur attaquant qui ne l'est déjà. Enfin ça c'est mon avis. Je pense que c'est un point où on peut avoir des désaccords, mais moi en tout cas c'est mon avis. Il peut devenir plus complet en étoffant sa palette, tout simplement. On rappelle que Terem Moffi n'a que 24 ans, ce qui est encore assez jeune pour un numéro 9. Il découvre aussi le très haut niveau. Non, ne frappe pas Loïc Ferry, je n'ai rien dit sur ton club. Mais voilà, c'est encore un attaquant à polir. En tout cas, c'est un très grand talent, sans aucun doute, mais qui doit, encore une fois, un peu développer certaines parties de son jeu. Il y a un autre talent un peu plus âgé maintenant, on le voit toujours comme un jeune joueur, parce qu'on l'a peut-être peu vu malheureusement sur les terrains ces dernières saisons. C'est l'autre buteur du match, celui qui a ouvert le score d'une magnifique frappe du pied gauche. Voilà, une initiative personnelle qui a libéré les esprits et les supporters niçois juste avant la mi-temps. C'est Youssef Attal. Alors Youssef Attal qui est titulaire cette saison, et on l'a dit dans cette émission, on l'a souvent dit sur Twitter, c'est un peu une décision pas compliquée à comprendre, parce qu'elle a des explications tactiques, mais en tout cas qui nous semble un peu injuste par rapport à Jordan Lotomba et à la demi-saison l'année civile 2023 de très haute volée qu'il a pu nous produire. Francesco Farioli a choisi Youssef Attal comme son titulaire. Il fait des matchs pleins, que ce soit en termes de minutes, donc sans blessure, et malheureusement c'est ce qu'on regarde en premier aujourd'hui avec Youssef Attal, mais également des matchs pleins niveau ballon. Et au-delà de son but, on sent bien que son rôle a changé, déjà parce que notre entraîneur demande quelque chose de différent aux latéraux, un rôle qui participe davantage à la construction, qui rentre davantage dans le cœur du jeu. Et puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que je surinterprète un peu ça, mais j'ai quand même l'impression aussi que avec sa nouvelle préparation physique, avec la cellule performance qui est arrivée l'année dernière, on sait que c'est retapé également au Qatar au printemps dernier. Peut-être aussi une gestion différente des efforts, une gestion différente de son corps, donc avec moins d'accélération, peut-être un peu moins de dynamisme en apparence, et un joueur un peu plus au tempo un peu plus lent, mais un peu plus complet, mais toujours aussi technique et toujours aussi beau à voir quand il prend confiance comme il a fait hier. Ça reste un super joueur, de toute façon, on le sait, quand il est pas blessé, qu'il enchaîne les matchs, c'est un petit peu un facteur X dans un match parce Il serait plus là, que on est d'accord. De toute façon, s'il jouait 34 matchs par saison, il serait ah déjà oui, dans un oui, top club européen. Il serait plus à l'OGC c'est Nice. évident, mais voilà, aujourd'hui, tu sais que sur, une action, un crochet, une petite accélération, il crée des différences et comme tu le disais, c'est vrai qu'on l'a connu par le passé, beaucoup plus fougueux, avec des grandes chevauchées
Et là, dans ce système de Farioli, c'est vrai il a un rôle un peu plus mesuré, où il est dans la construction, il est en soutien, et pour autant, il est toujours influent offensivement. Donc, je trouve ça très positif. Je suis très content de ce que je vois en ce début de saison pour lui. On évoquait la concurrence avec Lotomba. Alors, on n'est pas aux entraînements, on n'est pas dans la vie intime du groupe pour savoir quelles sont les raisons de Farioli. Mais en tout cas, pour le moment, c'est difficile de lui donner tort, parce que Youssef Attal donne pleine satisfaction, et personnellement, j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que lui et Melvin Barr sur les ailes en tant que latéraux, pour le moment, ça fonctionne très bien, autant défensivement qu'offensivement, et c'est une très bonne nouvelle sur ce poste-là qui nous fait défaut depuis des années. De toute façon, meilleure défense de Ligue 1. On dira peut-être quelques mots sur notre charnière centrale, sur Marcin Bulka, mais en fait, les 5 tauliers de cette défense font vraiment tous un début de saison top, 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 top. Donc, il n'y a pas y a pas trop de secrets. On prend plaisir à voir Youssef enchaîner les matchs, même si on va pas réécrire l'histoire, hein, cet été. On n'y croyait plus trop. On pensait qu'une porte de sortie, c'était peut-être aussi le mieux pour le club et pour lui, pour aller se retaper ailleurs. S'il se retape chez nous, et surtout avec des performances comme il a pu le faire hier, écoutez, hein, nous, c'est tout ce qu'on demande, du moment qu'il peut s'inscrire un peu dans l'avenir, que ce soit chez nous ou ailleurs, encore une fois, mais qu'il puisse quand même aussi reprendre le cours de sa carrière. Mine de rien, il a 27 ans, ça fait déjà plus de 5 ans qu'il est à l'OGC Nice. On l'a malheureusement trop peu vu, à peine plus d'une centaine de matchs, mais c'est avec Dante, un des plus anciens, hein, désormais à l'OGC Nice aussi. Ça fait quand même quelques années qu'on le voit sur la pelouse de l'Alliance Riviera. On a parlé de Terem Moffi, on a parlé de Youssef Attal, on a donc parlé des deux buteurs de cette rencontre face à Strasbourg. Messieurs, je voudrais qu'on parle un peu des autres. Alors, pêle-mêle, hein, parce qu'on a évoqué pas mal de joueurs, et je vais peut-être vous laisser aussi la main sur les joueurs que vous voulez évoquer en particulier. On a parlé d'Hicham Boudaoui qui faisait son retour dans le 11, dans un rôle un peu différent, mais bon, au final, Hicham Boudaoui peut jouer un peu partout. On l'a vu faire de très bonnes saisons ailier droit également. Moi, je vais me concentrer sur l'évident, et encore, je pense que le sujet va être évacué très rapidement. Quel match et quel début de saison de Jean-Claire Todibo, qui logiquement est appelé en équipe de France par Didier Deschamps. Mais alors, je trouve que sur la rencontre d'hier, je ne sais pas si ça s'est vu à la télé pour ceux qui malheureusement n'étaient pas au stade, mais du stade, il dégageait vraiment une impression de facilité, en plus de confiance, vraiment, mais sûr de sa force, jamais pris réellement à revers, jamais eu besoin vraiment de s'employer. Enfin, il y a des interventions où il arrive lancé, et c'est le Strasbourgeois qui fait un bond de 2 mètres en arrière, ou alors un petit contrôle, il fait passer le ballon de dos par-dessus l'attaquant qui arrivait dans la profondeur. Là, pour moi, ça a vraiment été un récital. Je pourrais pas dire que c'est un de ses meilleurs matchs sous les couleurs de l'OGC Nice, parce que sans faire injure aux attaquants strasbourgeois, c'était quand même beaucoup plus impressionnant quand il avait pocket Mbappé, notamment les années précédentes. Mais là, vraiment un match, je dirais presque un match de la maturité, parce que rien à lui reprocher de flagrant sur cette rencontre-là, et on n'a même pas l'impression qu'il a transpiré au final. Ouais, vraiment un match exceptionnel, hein, de sa part. L'année dernière, on avait dit à un moment donné qu'il avait un tout petit peu plus de mal. Bon, ça restait quand même un excellent niveau, mais là, on retrouve vraiment Jean-Claire Todibo, le niveau qu'il a quasiment toujours eu de toute façon depuis qu'il est chez nous. Mais je trouve il s'améliore de plus en plus, alors qu'il avait déjà un sacré niveau. J'ai une image en tête à un moment donné en première mi-temps où justement il y a Emmanuel Emega, l'attaquant Strasbourg, qui part un peu tout seul, et il n'y a plus que Dante Todibo, et on se dit, on est en train de se dire bon, il va peut-être se faire prendre de vitesse par Emega, il est un peu il est un peu en train de reculer, et en fait il gagne un duel, il met le pied où il faut, il prend le ballon, mais d'une facilité déconcertante, on aurait dit. C'était tout le stade a applaudi. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était facile pour lui. En seconde mi-temps aussi, je me rappelle d'un moment où il est au poteau de corner sur la droite, et en fait il est face à deux Strasbourgeois, je crois, et en fait il relance tranquillement, il fait une passe et il relance parfaitement en plus sur Youssouf, il me semble. Non, franchement, un match. On sait que de toute façon, que depuis qu'on a Dante et Todibo, on peut compter sur une charnière centrale qui a un niveau exceptionnel. Là, on est encore une fois meilleure défense de Ligue 1 sur ces 4 premiers matchs-là. C'est de toute façon deux joueurs, on l'a dit je sais pas combien de fois, mais qui sont complémentaires, qui ont tous les deux un excellent niveau encore.
Donc non, gros match. Et en plus, ce que j'apprécie vraiment chez ce joueur-là, c'est qu'on sait qu'il a eu peut-être l'occasion de partir au mercato. Il est resté. Hier, quand il a eu sa convocation en équipe de France, il a remercié le club. Ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de joueurs qu'on a relancés qui sont partis. Bon, on va pas refaire l'histoire, mais qui sont partis, voilà, comme ça. On ne va pas Et parler de lui, Patrice Evra, mais on pense très fort à lui notamment. oh non, je pensais pas forcément à lui, ou même à d'autres, mais plus récemment. Mais voilà, je trouve que il a remercié le club. C'est vraiment un joueur qui mérite de rentrer dans pas peut-être les plus grands joueurs de Nice, mais en tout cas vraiment des joueurs notables parce qu'il fait vraiment de très bons matchs et il est irréprochable sur le terrain et aussi en dehors. Donc vraiment un joueur qui représente l'équipe et qui représente, je pense, la plupart des supporters. Donc vraiment un cadre de l'effectif et il est vice-capitaine de toute façon. Donc voilà, c'est révélateur. Allez, encore une saison, Jean-Claire, et peut-être que tu arriveras au niveau de Renato Sivelli. C'est une blague, bien entendu, même si, encore une fois, ce n'est pas un sujet sur lequel je suis ouvert au débat. Bertino, si tu veux ajouter quelques mots sur Todibo, ça ne fait pas de mal de se faire du bien, comme dit l'adage, et de parler à chaque fois des très bonnes performances de Jean-Claire Todibo. Hein. On se répète semaine après semaine, mais en même temps, il a qu'à faire un match différent, et un match mauvais aussi, on aurait quelque chose de différent à dire, mais non, là, c'est encore une masterclass sur masterclass. Donc, quelques mots sur notre défenseur central et international. Encore une fois, Jean-Claire Todibo, si tu as quelque chose à ajouter. Sinon, je t'invite peut-être à commencer à ouvrir ton dossier, le joueur, le fait, n'importe que dont tu voudrais parler sur ce Nice-Strasbourg. Bah déjà, pour Todibo, j'ai rarement eu autant d'amour pour un joueur du gym. Il est loyal, il est respectueux, il incarne parfaitement les valeurs du club et des supporters. Sur le terrain, il a jamais rien, c'est un leader naturel et ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme lui à l'OGC Nice. Et puis voilà, je le trouve encore plus fort que la saison passée sur ce début de saison parce qu'il a gagné en maturité, il est beaucoup plus serein, beaucoup plus concentré. Et même à la relance, je le trouve beaucoup plus appliqué, beaucoup plus de relances précises, que ce soit sur du jeu court ou du jeu long. Et passeur décisif, Donc, encore une fois. et passeur décisif. Donc là, il est vraiment en train de prendre une dimension énorme à l'OGC Nice et on peut s'estimer heureux d'avoir un joueur de ce calibre chez nous. Donc longue vie à l'OGC Nice à lui et puis j'espère qu'il va encore nous régaler cette saison avant de partir et ce sera bien mérité pour lui d'aller dans un grand club européen. Et puis après, si j'avais un autre sujet à aborder, moi j'aimerais bien parler du match de Youssouf, que je trouve très important dans ce que veut mettre en place Farioli, parce qu'il amène une telle densité physique, un tel abattage au milieu de terrain que en fait, déjà quand tu as une charnière Todibo-Dante défensivement, tu es serein, mais alors qu'en devant eux deux, tu as Youssouf qui ratisse tous les ballons, qui est présent au pressing, au duel aérien, c'est vraiment exceptionnel. Et puis voilà, je trouve que il prend encore plus de consistance dans son jeu. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la clé de voûte de ce milieu de terrain. Et il amène beaucoup d'équilibre, beaucoup de justesse. Et ça nous fait beaucoup de bien pour déployer notre jeu derrière. Donc voilà, il fait un peu un travail de l'ombre, Youssouf, mais je pense qu'il est très très important dans ce système-là. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va amener sur la suite de la saison. Et on l'a vu quand Pablo Rosario est rentré à sa place en fin de rencontre, que c'était pas tout à fait la même, la même blague. Mais bon, pas de Pablo bashing. Je sais que Rosario aura bien des services à nous rendre, notamment avec sa polyvalence tout au long de la saison, mais tu sens vraiment que on a une articulation et on le répète émission après émission et vous le disiez encore messieurs là tout à l'heure, cette articulation avec vraiment Youssouf qui descend pour compenser une montée de Dante ou de Jean-Claire Todibo qui va du coup user de sa qualité à la relance pour essayer de trouver un attaquant en profondeur, tout ça. On sent que c'est un système qui est bien huilé et qui est vraiment très très adapté aux qualités et au profil de Youssouf. Du coup, forcément, comme tu le disais, Bertigno, quand tu as un triangle pareil devant les buts, c'est sûr que tu peux être serein. Jérémy, du coup, sur un dossier qu'on n'aurait pas ouvert, un joueur, on va pas tous les faire malheureusement, même si pour le coup, sur cette rencontre-là, ils mériteraient quand même tous des félicitations au minimum pour leur implication, même pour ceux qui auraient fait la moins bonne partie techniquement. Mais quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué sur ce match avant qu'on s'attache à notre dernière partie de l'émission et un peu de mercato qui joue les prolongations. Ouais, je voulais parler du milieu de terrain parce que moi c'est un sujet que j'aborde souvent dans l'émission
mais je trouve que le fait que ce soit Jean-Claude Todibo et Dante, les passeurs décisifs hier, c'est aussi révélateur. Alors certes, c'est très bien qu'ils soient passeurs décisifs, ils ont fait des belles passes, mais je pense pas que ça... Enfin, il faut pas que ça vienne de la défense à chaque fois. Moi, je trouve que ce milieu de terrain, alors il fait un peu de travail de l'ombre, comme le disait Bertigno avec Youssouf. J'ai l'impression que c'est surtout vraiment les trois du milieu de terrain qui font aussi ce travail de l'ombre, parce qu'en fait, on voit un gros pressing en montant haut sur le terrain. Par contre, je trouve qu'ils sont pas assez disponibles. Surtout hier au début de match, on a souvent le cas où il y a Todibo, Dante qui font une passe à Youssouf, puis Youssouf qui a aucune solution, qui est marqué par deux trois joueurs qui doivent faire une passe en retrait. Bon, au fur et à mesure du match, c'est allé un peu mieux, mais par exemple, moi hier, bon, on a vu un peu Hicham Boudaoui, il a fait son match, mais par exemple Morgan Sanson, j'ai pas beaucoup de souvenirs de son match d'hier. Je dis pas qu'il a été mauvais parce qu'il a fait énormément d'efforts, beaucoup de pressing, Beaucoup de mais j'ai courses, pas une belle vraiment de occasion voilà. qui termine sur le poteau aussi d'ailleurs, malheureusement. C'est ça, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'on voit beaucoup en fait le milieu de terrain, et c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, on a la maîtrise du match, enfin on l'a eu hier, mais on voit pas beaucoup notre milieu de terrain. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu de ce match-là. Et Et du je coup, j'attends de voir un peu j'attends de voir un peu sur les prochains matchs où justement on va avoir des équipes un peu différentes, comme on l'a dit, comment va se comporter ce milieu de terrain, parce que c'est un peu mon interrogation sur ce début de saison. Et je suis assez d'accord avec toi, sur ce que tu dis. En fait, on a la maîtrise du ballon dans le sens où on est capable de le conserver, de le faire circuler. Mais c'est vrai qu'on trouve rarement nos milieux de terrain en position, préférentielle et en position d'attaquer le but adverse. J'ai rarement vu, Sanson ou Boudaoui, orientés vers le but dans les 30 derniers mètres. Et c'est vrai que, bah, tu fais bien de le remarquer parce que, c'est un point qu'on peut améliorer. Je pense que voilà, on est dans la maîtrise, mais on peut être un peu plus tranchant au milieu, pour amener des solutions et trouver les dernières passes. C'est peut-être ce qui nous manque aussi pour être, bah, un peu plus, méchant offensivement et marquer davantage de buts. Est-ce que pour vous, ce n'est pas un rôle qui est aussi dévolu, en tout cas qui correspond bien aux qualités premières d'un Kefren Turam qui était absent du coup hier et qui a peut-être aussi rendu le milieu de terrain un peu moins complémentaire que ce qu'on a pu le voir ou l'imaginer sur les précédentes semaines? Ouais, c'est possible, c'est vrai que Thuram, par son profil, assez particulier et assez vertical, bah, il peut faire du bien dans ce milieu de terrain et dans ces situations-là. C'est vrai qu'aussi un Sofiane Diop peut-être, réaxé et un petit peu plus bas pourrait avoir ce rôle-là. Mais oui, Thuram, de toute façon, il est important et c'est un profil unique donc quand il reviendra, il nous amènera ça et puis là, quand on va jouer Paris et Monaco, où il risque d'avoir un petit peu plus d'espace sur des phases de contre-attaque ou des transitions rapides et ben, je pense que ça peut être une arme fatale, hein. On l'a déjà vu la saison passée et j'espère de tout cœur qu'il sera, performant dans ces matchs-là parce qu'on va avoir besoin de lui. Messieurs, le mercato était supposément terminé. On a fêté ça en grande pompe avec Pancho lors de notre live Twitch qu'il a eu la gentillesse d'héberger sur sa chaîne vendredi dernier. On avait fêté voilà, à minuit la fin du mercato et encore une fois le départ de Kasper Schmeichel. Alors, ce n'est pas que je m'acharne un peu, hein, vous me connaissez, ça fait partie de mes nombreux défauts, mais c'est que ça concerne directement la suite de ce mercato qui se prolonge avec notamment des départs toujours possibles dans certains championnats. On pense notamment à l'Arabie Saoudite, la Turquie et je crois la Belgique et la Suisse, si je ne dis pas de bêtises, qui sont encore ouverts au moins jusqu'à la fin de la semaine. Mais tout simplement, le départ de Kasper Schmeichel ouvre une place dans l'effectif en tant que gardien de but numéro 2. L'OGC Nice ne fait pas confiance à Teddy Boulendi pour ce poste-là, en tout cas pas à long terme, parce qu'on sait qu'il a pu au moins assurer l'intérim sur ce début de saison. Alors, bon, ça, chacun se fera son avis là-dessus, mais en tout cas, c'est avéré que l'OGC Nice essaie de recruter un gardien numéro 2, et pour ça, il faut cibler le bon profil parmi une liste extrêmement réduite des joueurs libres. Et semble-t-il, et en tout cas c'est ce que nous apprend l'équipe et ce qui a été confirmé il y a quelques instants aussi par la presse italienne, ce devrait être Salvatore Sirigu, l'international italien, ancien gardien du Paris Saint-Germain, avec qui Nice avait déjà été en discussion notamment en 2017 et en 2021, si je me souviens bien des recherches que j'ai faites ce matin. Il s'était d'ailleurs, dans une interview, exprimé publiquement qu'un des plus gros regrets de sa carrière, c'était d'avoir refusé Nice parce qu'il était encore trop attaché au Paris Saint-Germain. Alors après Romain Perrault, on a voulu un peu corriger une fin d'histoire mal terminée. Et ben là, peut-être que c'est une histoire qui aurait dû se faire il y a 6 ans ou il y a 2-3 ans, qui est en passe finalement de se réaliser. Alors tout simplement, Salvatore Sirigu, c'est
plus de 500 matchs en pro international, on l'a dit, des matchs de Ligue des Champions notamment avec le Paris Saint-Germain. Et puis, par contre, des dernières saisons un peu plus compliquées, il y a 2 ans, c'est le gardien titulaire du Genoa qui va terminer au final dans les relégables en Serie A. Et puis, gardien du Toro la saison dernière, deuxième, troisième gardien. Au final, seulement 2 matchs joués et une grave blessure à la cheville, en plus en fin de rencontre dont il s'est a priori remis. En tout cas, les examens médicaux qui sont programmés là très prochainement, dans les prochaines heures, si ce n'est pas déjà en cours, avant sa signature officielle, devrait aussi révéler un peu s'il y a quelque chose à craindre de ce côté-là. Messieurs, il fallait un numéro 2, en tout cas c'était le souhait de l'OGC Nice, et ben, finalement ce sera vraisemblablement Salvatore Sirigu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y avait de meilleures idées ailleurs? Est-ce que c'est un bon profil de prendre un gardien qui acceptera cette place de numéro 2 sans réellement concurrencer à Marcin Bulka? Il présente en plus l'avantage d'être expérimenté, comme son prédécesseur, mais peut-être d'être un peu plus facile à vivre, un peu plus volontaire, un meilleur coéquipier, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette rumeur pour l'instant, mais cette arrivée probable? Moi, plutôt content. Et bon, moi en tout cas, ce mercato, je l'ai trouvé assez mitigé quand même dans l'ensemble. Enfin, moi, je suis mitigé et j'attends d'être convaincu. Mais en tout cas, Salvatore Sirigu, je serais content s'il signe en tout cas, parce que voilà, comme tu l'as rappelé, il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir signé à Nice. Donc, s'il est motivé pour venir, c'est une bonne chose. Je pense qu'en numéro 2, ce sera c'est un bon choix, un gardien expérimenté qui pourra aider Marcin Bulka à progresser et à gagner en expérience. Donc, c'est vraiment un bon profil, je pense. J'ai de bons souvenirs de Salvatore Sirigu au PSG. C'est un gardien que j'avais bien aimé sur son passage en Ligue 1. Donc, je serais vraiment content de le voir chez nous. Ça me fait un peu penser, bon, il y a eu plein d'exemples comme ça, mais l'année dernière, Lille avait recruté Benoît Costil justement pendant 6 mois pour épauler un peu Lucas Chevalier, pour l'aider dans sa progression. Donc c'est bien qu'on fasse ça aussi, je pense, pour Marcin Bulka qui fait un excellent début de saison. Mais justement, avoir un second gardien comme Sirigu, qui serait vraiment expérimenté et qui serait motivé à l'idée de venir à Nice, c'est vraiment une bonne chose, en tout cas. On n'en a pas parlé de Marcin Bulka en détail sur la rencontre face à Strasbourg, assez peu sollicité, mais bon, tu fais bien de souligner, il fait vraiment un excellent début de saison. Et pour lui aussi, les matchs face à Monaco et face à Paris, ça va être l'occasion de montrer quelle dimension il peut apporter à l'OGC Nice. Bertigno, voilà, Salvatore Sirigu, ça faisait partie, de toute façon, quand tu regardes la liste des gardiens libres sur Transfermarkt, des premiers noms que tu remarques, parce que voilà, un top gardien européen à son prime international, et puis bien connu de la Ligue 1. Quand tu regardes les autres noms, il n'y a pas nécessairement beaucoup de noms connus, en tout cas pour nous qui ne sommes pas nécessairement spécialistes du poste. On pouvait penser par exemple à un Baptiste René, mais après tu tombais rapidement dans des joueurs soit totalement hors de portée de l'OGC Nice, on pense à David Derrea, ou des joueurs qui en fait n'apportaient pas beaucoup plus de garanties, ou qu'on ne connaissait carrément pas, ou qui avaient un âge encore plus élevé que Salvatore Sirigu, qui a tout de même 36 ans. Qu'est-ce que ça t'inspire comme arrivée? Est-ce que pour toi c'est le bon profil malgré l'inconnu sportif et au niveau de sa santé? Est-ce que pour toi c'est un pari qu'on peut se permettre s'agissant d'un numéro 2 dans une saison sans Europe, et puis avec un jeune gardien qu'on essaie vraiment de pousser pour enfin prendre ses marques en tant que titulaire? Pour moi, dans cette situation-là, c'est un petit peu le profil idéal parce que Sirigu, c'est un gardien de qualité, notamment sur sa ligne. Alors, oui, il a 36 ans, on n'a pas vraiment connaissance de son état de forme, de son état physique après sa blessure à la cheville. Mais voilà, ça reste, un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui peut apporter à Marcin Bulka et qui est surtout prêt à venir, dans un rôle de doublure. Donc, à partir de là, ça coche quand même beaucoup de cases, dans ce que veut l'OGC Nice, à ce poste-là. Financièrement, il est libre, au niveau salaire, ça doit pas être non plus, extrêmement élevé. Donc non, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Puis, un joueur qui veut rejoindre le club, depuis des années, c'est toujours positif, ça changera de Kasper Schmeichel. Donc voilà, moi je vois que des signaux verts. Alors, quelques interrogations sur son état de forme, mais en étant doublure dans une saison sans Europe, mis à part catastrophe, on devrait le voir, assez rarement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment positif pour nous et que c'est le meilleur choix possible, à l'heure actuelle, en ce mercato fini,
en ce choix parmi les options libres. Dans ce post-mercato qui pourrait encore bouger, hein. On sait que l'OGC Nice surveillerait notamment aussi le marché du côté des défenseurs centraux, parce qu'on est au final assez limité dans les options. En tout cas, dans les spécialistes du poste, hein, derrière Dante et Todibo, on tombe rapidement à Doumbouya qui vient d'arriver de Sochaux, qui n'a que 16 ans. Donc voilà, on sait que Pablo Rosario et Youssouf peuvent rendre des services là-dessus, mais bon, dans une éventuelle défense à 3, on serait rapidement à poil en cas de suspension ou de blessure. Donc pourquoi pas regarder de ce côté-là. Pas trop de noms qui ont circulé jusque-là, mais on vous invite aussi, si jamais vous avez un peu de temps, malgré la rentrée des classes et peut-être la reprise du travail aussi pour certains d'entre vous, de regarder la liste des défenseurs centraux libres sur Transfermarkt, par exemple, ou sur n'importe quel autre site, et de nous faire part de votre meilleur choix. En tout cas, avec cette trêve qui s'annonce, je dis, ça a un peu de temps pour travailler. C'est une bonne nouvelle, même si bon, le mercato a déjà été long et éreintant. On espère qu'il va s'achever de la meilleure des façons, c'est-à-dire rapidement. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie dans cette émission. Alors, vous nous retrouvez comme d'habitude sur toutes les plateformes audio, Amazon, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, tout ça. Pour l'instant, pas nécessairement sur YouTube. On espère y revenir assez rapidement. Mais bon, pour ceux qui nous écoutent sur cette plateforme, déjà, si vous entendez ce message, c'est que vous nous avez trouvé ailleurs. Et on espère que ce sera temporaire et que très rapidement, on pourra revenir vers vous via cette plateforme. Et puis, vous n'hésitez pas, pendant cette trêve-là, on n'a pas trop prévu de numéros spéciaux. Présentation de Sirigu, on va peut-être se l'éviter, mais bon, éventuellement, s'il y a encore une autre recrue, c'est possible. Et sinon, on se retrouve pour le débrief du match face à Monaco. On espère vous voir nombreuses au Louis II aussi, de toute façon. D'ici là, portez-vous bien. Et Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.